Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 22 mars 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, cette semaine, j'ai quelque chose à vous partager. Si vous cherchez sur macOS, un petit utilitaire pour démarrer vos applications, je vais vous parler de Bunch, B-U-N-C-H. Je vais mettre le lien en premier sur la page de référence technologique. Et ça vous permet, dans le fond, de contrôler les applications que vous voulez démarrer. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous faites du gaming, vous faites du jeu et vous avez besoin de démarrer, exemple, OBS pour vos caméras, vos plans, et ensuite vous démarrez Twitch, et puis vous avez besoin d'un autre logiciel de son, et vous pouvez utiliser Bunch pour simplement programmer les applications qui vont être démarrées dans la séquence, et c'est assez puissant quand même. Il y a un tutoriel en ligne sur le web qui permet d'avoir la référence, dans le fond, des commandes qu'on peut utiliser. Ça peut aller jusqu'à il y a même des conditions, si vous connaissez un peu la base de la programmation, if then else, bien, il y a ce genre de conditions qui est disponible. Et moi, je l'utilise effectivement pour l'enregistrement du podcast, pour partir les applications. Et je l'utilise quand je fais du jeu. Quand je joue sur Twitch, je diffuse. Et je l'utilise en parallèle avec une application qui s'appelle DisplayMade. DisplayMade, qui est une autre application sur Mac. Et donc, une fois que les bunches sont démarrés, les applications sont démarrées à l'intérieur d'un fichier, c'est un fichier de texte de configuration, eh bien, je replace avec DisplayMade. J'ai un profil de jeu, un profil pour le podcast, et je replace, dans le fond, la localisation, l'emplacement des fenêtres sur l'écran ou sur les deux écrans. C'est vraiment génial. C'est une façon d'automatiser les choses qu'on fait couramment sur nos ordinateurs. Hey, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Microsoft veut simplifier Teams. Si vous utilisez Microsoft Teams dans un cadre professionnel et à titre personnel, eh bien, vous n'aurez bientôt plus à jongler entre les deux applications. Microsoft vient d'annoncer officiellement qu'elle allait bientôt proposer plus qu'une seule application sur Windows comme sur Mac, avec laquelle il sera possible d'utiliser n'importe quel type de compte. La possibilité d'utiliser plusieurs types de comptes sur une seule et même application, Teams, était visiblement une demande récurrente de la part des utilisateurs. L'unification des applications Teams est une vraie bonne nouvelle. Il faut dire que Microsoft a plutôt bonne réputation quand il s'agit de complexifier les choses. Il y a encore un an, Microsoft comptait 3 versions différentes de son application. La première conversation était une version simplifiée et très restreinte de Teams intégrée à Windows 11. La deuxième, Microsoft Teams for Home, était destinée au grand public pour une utilisation familiale. Microsoft avait d'ailleurs choisi cette dernière pour remplacer Conversation l'an passé. Enfin, la troisième et dernière payante était réservée aux utilisateurs professionnels. L'ajout d'un nouveau compte se fera comme on peut l'imaginer en cliquant directement sur la photo de profil du compte actif en haut à droite de la fenêtre. En unifiant son application, Microsoft a d'ailleurs dû revoir le fonctionnement de son système pour rejoindre une réunion. Avec cette nouvelle mouture, vous devrez impérativement sélectionner le compte à utiliser avant de pouvoir rejoindre un appel. Le système de notification a par ailleurs lui aussi été revu. Les bannières affichées à l'écran vont ainsi indiquer le compte auquel elles sont rattachées quand même. Pour vous simplifier encore plus la tâche, Microsoft a même pensé à intégrer une option pour vous permettre d'épingler des icônes séparées sur la barre de tâches pour ouvrir vos comptes personnels ou professionnels simultanément. Il serait ainsi possible d'avoir 2 fenêtres séparées pour chaque compte. Pour l'instant, eh bien, cette nouvelle version unifiée de Teams n'est disponible qu'en preview auprès des membres Insider. D'après le roadmap de Microsoft, cette nouvelle application Teams devrait être déployée auprès de tous les utilisateurs à compter du mois d'avril 2024.
remplacer Apple Plan par Google Maps comme application de cartographie par défaut sur l'iPhone. Depuis son lancement, l'application Apple Plan a fait l'objet de nombreuses critiques, poussant le constructeur à l'améliorer constamment au fil des ans. Et l'application partait de très loin. Elle est devenue aujourd'hui l'application de cartographie de prédilection pour de nombreux utilisateurs. Mais Google Maps et Waze, qui est également propriété de Google, continuent de dominer le marché. Jusqu'à présent, les utilisateurs d'iPhone désireux de remplacer Plan par une autre application n'avaient d'autre choix que de vivre avec cette limitation, ce qui ne manque pas de provoquer l'insatisfaction de tous ceux qui préfèrent les solutions de navigation alternatives ou mieux adaptés à leurs besoins. Apple a néanmoins annoncé qu'il allait enfin permettre aux utilisateurs de changer leur application de cartographie par défaut pour une de leurs choix, à l'image de Google Maps, Waze ou une autre. Cette nouvelle fonction, révélée dans un rapport publié par le constructeur il y a quelques jours, est une conséquence directe de la mise en conformité de l'entreprise avec les réglementations de l'Union européenne visant les grandes technologies, le Digital Market Act. Donc, on parle ici de l'Europe. Parmi les changements notables, outre la flexibilité offerte aux utilisateurs pour choisir leur application de navigation, Apple a également annoncé des ajustements permettant une transition plus fluide des données vers Android et bien sûr l'installation d'applications hors de l'App Store. Ces ajustements ont été mis en place début mars et ils sont limités aux utilisateurs européens et uniquement sur iOS, considéré comme un service essentiel, mais pas iPadOS ou macOS. Le timing d'Apple pour cette option liée aux apps de cartographie annonce une intégration potentielle dans une future mise à jour d'iOS 18, probablement la version 18.4. On en est actuellement à 17.4 qui remonte à la semaine dernière. Les utilisateurs européens peuvent donc s'attendre à bénéficier de ce réglage de personnalisation dès l'année prochaine. Il est probable que le reste du monde regardera avec envie cette nouveauté qui finira peut-être par s'étendre à l'international. Google Maps, suivre l'actualité des entreprises en temps réel. Après avoir introduit l'itinéraire en un clin d'œil, Google Maps a lancé le test d'une option prometteuse permettant de voir l'entrée des bâtiments. En parallèle, la célèbre application de cartographie commence à déployer une fonctionnalité plus mineure qui n'en reste pas moins pratique. Celle-ci concerne les fiches d'établissement. Ces dernières affichent désormais les publications des entreprises sur les réseaux sociaux. Et je cite, si une fiche d'établissement comporte un lien vers les réseaux sociaux, les posts publiés sur ces réseaux sociaux peuvent apparaître automatiquement sur la fiche d'établissement, confirme Google sur une page d'assistance mise à jour. Jusqu'alors, Google Maps permettait seulement d'ajouter des liens rapides vers les comptes de réseaux sociaux. Désormais, une nouvelle section apparaît sur la fiche de l'entreprise. En la déroulant, vous accéderez aux dernières publications de l'enseigne. Cette nouveauté s'avère plutôt pratique, permettant aux utilisateurs d'être à la page, promotion spéciale, fermeture inopinée, lancement d'un nouveau produit, plat du jour, etc. Il sera désormais plus aisé de connaître les dernières actualités des établissements où vous comptez aller. À noter que les entreprises ayant déjà lié leur compte de réseaux sociaux à leur profil peuvent déjà voir leurs dernières publications apparaître automatiquement. Voici les plateformes qui sont prises en charge: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, X, anciennement Twitter, et YouTube. Les publications s'afficheront dans une section intitulée Social Media Updates, mise à jour sur les réseaux sociaux, qui se niche en bas du profil d'établissement. De quoi offrir aux clients un panorama plus complet et surtout plus actualisé de l'entreprise. Chrome va bientôt simplifier l'installation de web apps. Alors que leur survie était menacée sur iOS, on en a parlé, les web apps ont la belle vie sur macOS. Sonoma a apporté la possibilité d'épingler un site web dans le dock via Safari et les PWA ont depuis gagné de nouvelles fonctions au fil des mises à jour. C'est désormais à Google de muscler son jeu. La version pour développeurs du navigateur permet de transformer plus facilement
n'importe quel site en web app. Un bouton « Installer l'app » est déjà disponible sur Chrome pour certains sites disposant de leur propre web app et apparaît par exemple sur YouTube ou Reddit. Celui-ci est allé chercher dans le menu trois petits points en haut à droite dans le tiroir « Enregistrer et partager ». Dans la version 124 de Chrome, il apparaîtra sur tous les sites, même si ceux n'ont pas de web app. Ces PWA seront sauvegardés dans un sous-dossier de Chrome et peuvent par exemple être glissés dans le dock. On pourra ensuite cliquer dessus pour les ouvrir sans pour autant lancer le navigateur. Une fois le raccourci créé, cliquer sur l'icône fait s'ouvrir le site dans une fenêtre indépendante pensée pour donner l'impression d'une véritable application. Google a bien fait les choses avec une option pour activer temporairement les cookies tiers en cas de bug, un bouton pour accéder aux extensions et un menu offrant diverses options, copier l'URL, imprimer la page. En comparaison, les web apps de Safari n'offrent aucun accès rapide à tout cela, les différents paramètres se cachant dans la barre des menus. Google met le paquet sur les PWA depuis l'abandon des Chrome Apps. L'installation de pages comme Web App est déjà disponible sur la version de Chrome actuelle, mais est présentée de manière moins claire. Il faut créer un raccourci et indiquer que l'on souhaite ouvrir le site dans une nouvelle fenêtre. La nouveauté devrait arriver dans les prochaines semaines via la version Chrome 124. La dernière version publique étant la 122, je pense que j'ai vérifié cette semaine, effectivement. Pour essayer la nouveauté en avant-première, il vous suffit de télécharger la version Canary de Chrome et d'activer deux drapeaux. On peut les trouver en entrant ces deux adresses dans la barre URL. Vous allez voir dans l'article, il y a des sémaphores ou des flags dans tous les navigateurs où on peut aller voir des paramètres cachés. Allez voir dans l'article pour voir les paramètres en question. Proton Mail, les versions macOS et Windows sont disponibles. La version de bureau de Proton Mail est maintenant disponible pour tous les abonnés payants de Proton. Proposé sous la forme d'une bêta depuis la fin de l'année dernière, le logiciel pour Mac et pour PC Windows permet évidemment d'accéder aux courriels et de rédiger de nouveaux messages, le tout bénéficiant du chiffrement sécurisé de Proton. Alors, seul l'utilisateur et son correspondant ont accès au contenu des courriels. En termes de fonctionnalité, cette application est très proche de la version en ligne. Il s'agit en réalité d'une application Electron, autrement dit, un site web encapsulé. Elle intègre tout de même des spécificités liées aux plateformes de bureau, à l'instar du mode sombre ou encore de la mise en cache des courriels pour une utilisation hors ligne. Le gros bonus du logiciel est la bascule instantanée vers Proton Calendar, sans temps de chargement. Pas besoin de jongler entre deux applications pour gérer ses courriels et ses rendez-vous. Proton Mail, qui s'ajoute à l'offre logicielle du fournisseur suisse avec Proton Drive et Proton Pass, s'affiche sous une forme classique en 3 panneaux. Tout à gauche, la boîte de réception et les différents dossiers. Au centre, la liste des messages et dans la fenêtre de droite, le contenu du courriel. Un bouton permet d'activer la vue calendrier. Le nouveau logiciel est également proposé pour Linux, mais dans une version bêta pour les adeptes du système d'exploitation libre. Ces 3 moutures permettent à Proton Mail d'être disponible sur les principales plateformes de bureau. Il existe aussi des versions iOS et Android. On peut tester l'application gratuitement pendant 14 jours. L'abonnement payant débute à 3,49 € par mois pour 15 gigaoctets de stockage. TikTok prépare une application concurrente d'Instagram. Une copie. Instagram n'a qu'à bien se tenir. L'application de Meta serait sur le point de voir débarquer un concurrent de taille. C'est en tout cas ce qu'a découvert le Leakers Assemble Debug sur son blog. The SP Android, celui-ci a indiqué avoir découvert plusieurs lignes dans le code de l'application Android, faisant état d'une nouvelle application nommée TikTok Photo. Si TikTok est généralement utilisé pour la publication de vidéos courtes, la plateforme permet aussi à ses utilisateurs de partager des photos sous la forme de carrousel intégrant un fond sonore qui apparaissent directement dans le flux général. Mais le réseau social aurait visiblement de plus grands projets pour vous aider à mettre en avant vos photos.
Une nouvelle application entièrement dédiée à la publication de photographies serait en préparation. En décompilant le fichier d'installation APK de l'application TikTok pour Android et en comparant celui-ci à une version plus ancienne de l'application, l'ESP Android a découvert plusieurs lignes de code évoquant une application nommée TikTok Photo. Ces lignes de code mises en avant par le leaker laissent également penser que TikTok, depuis son application éponyme, suggérerait aux utilisateurs de sa plateforme ayant pris l'habitude de partager des photos de le faire sur TikTok Photo pour toucher d'autres personnes partageant les mêmes idées et qui aiment les publications photos. En creusant un peu plus, Assemble Debug a trouvé d'autres lignes dans le code de l'application suggérant un lancement imminent de cette nouvelle plateforme. Et je cite, TikTok Photo sera bientôt lancé. Nous espérons vous aider à gagner de nouvelles audiences dans la nouvelle application, peut-on lire dans les lignes de code mises en avant par le leaker. En croire les autres indices révélés dans le code de l'APK de TikTok, les utilisateurs du réseau social auront la possibilité de synchroniser les photos qu'ils mettent en ligne publiquement sur TikTok ainsi que les messages qu'ils échangent sur la plateforme avec la nouvelle application TikTok Photo. En poussant un peu son exploration dans le contenu de l'APK décompilé de TikTok, Assemble Debug a même été en mesure d'extraire le logo de cette nouvelle application. Si cette nouvelle application sera à coup sûr disponible sur Android et iOS, eh bien, aucune date de lancement officielle n'est pour l'heure connue. TikTok et les États-Unis pourraient interdire le réseau social. Oh là là, ces dernières semaines, l'interdiction de TikTok aux États-Unis fait un retour fracassant sur le devant de la scène. L'évocation d'une telle interdiction revient régulièrement dans le débat politique américain depuis 2022, mais rien de concret ne semblait émerger à part l'interdiction par le Montana de TikTok. Les habitants des autres États américains avaient toute la liberté de scroller les courtes vidéos proposées par la plateforme. Bien, la semaine dernière, des députés aussi bien démocrates que républicains déposaient une proposition de loi visant à interdire la plateforme si elle reste liée à sa société mère ByteDance. Cette loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers a été adoptée le 13 mars par la Chambre des représentants en assemblée plénière à 352 voix pour et 65 contre. Le texte prévoit d'obliger ByteDance, propriétaire de TikTok, à revendre la plateforme à des propriétaires américains. L'entreprise est accusée d'être trop proche du gouvernement chinois et lui partager les données de millions d'Américains obtenus sur TikTok. Si ByteDance refuse d'obtempérer, alors l'application sera interdite des portails d'applications au premier rang desquels l'App Store d'Apple et le Play Store de Google. Le texte est maintenant examiné par le Sénat. Son sort y est plus incertain. Le texte a été porté par une initiative bipartisane d'élus de la Chambre des représentants. N'est-ce pas certain que les élus de la Chambre haute soient aussi enthousiastes pour le projet que leur homologue de la Chambre basse? De plus, ByteDance, via TikTok, s'est lancé dans une campagne pour convaincre ses utilisateurs américains de demander à leurs élus de voter contre le texte. Avec la médiatisation grandissante du sujet, cela pourrait porter ses fruits auprès du Sénat. Surtout, le processus législatif est beaucoup plus long au Sénat qu'à la Chambre des représentants. Ces derniers n'ont pris que 8 jours pour voter la loi. Interrogé à ce sujet par CBS, un sénateur indique, je cite, « Je pense que cela va prendre des mois. » Si elle passe, Joe Biden a déclaré qu'il signerait cette loi pouvant interdire TikTok, la rendant alors effective. Biden aurait alors 6 mois pour revendre TikTok. L'interdiction du réseau social ne devrait donc pas arriver avant 6 mois, voire 1 an. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau format article de X, anciennement Twitter, qui appartient désormais à Elon Musk. Il poursuit sa transformation. La plateforme annonce la prise en charge d'un nouveau format de publication appelé article. Et comme son nom l'indique, ce format permet de publier des contenus longs ou même très longs directement sur X au lieu de passer par les services tels que WordPress ou Medium. Pour rappel, Elon Musk a déjà fait sauter la limite de caractères pour les comptes payants. Les abonnés Basic, Premium et Premium Plus
de la plateforme ont la possibilité de poster des publications de 25 000 caractères avec quelques options de mise en forme. Mais pour ceux qui veulent poster des contenus encore plus longs, les articles X ont une limite de plus de 100 000 caractères ou de plus d'environ 15 000 mots. Quand même. En revanche, cette nouveauté est réservée aux utilisateurs de l'abonnement Premium Plus de X et aux organisations vérifiées par la plateforme. La composition des articles se fait sur la version web de X, où les utilisateurs qui ont accès utilisent un éditeur pour composer et formater le texte. Évidemment, le format prend en charge les principaux éléments de mise en forme comme le gras, l'italique ou encore les puces. Il est également possible d'insérer des images ou des vidéos. Quand même, une fois l'article publié, celui-ci apparaît sur un nouvel onglet dédié sur le profil de l'utilisateur ainsi que sur les flux des abonnés du compte. En revanche, il est important de préciser que contrairement aux publications de 25 000 caractères, il s'agit d'un type de contenu à part entière. Les articles X peuvent être considérés comme de vrais billets sur lesquels il faudra cliquer pour lire le contenu, mais qui sont hébergés par X et non par un service tiers. La façon dont ces articles apparaissent sur les timelines fait aussi que ceux-ci se distinguent des liens vers des contenus externes à la plateforme. Et je cite, « Les articles seront également facilement reconnaissables grâce à une icône et une mise en page unique, garantissant que votre contenu long se démarque », peut-on lire dans l'annonce. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Elon Musk va rendre son concurrent de ChatGPT open source. Bien qu'on n'en parle pas régulièrement, Elon Musk est aussi dans la course à l'intelligence artificielle. En 2023, son laboratoire d'intelligence artificielle XAI a présenté un chatbot comparable à ChatGPT baptisé Grok, G-R-O-K. Et actuellement, ce chatbot est accessible aux utilisateurs de l'abonnement payant Premium Plus. Bien, bientôt, Grok sera aussi accessible en open source. C'est ce qui a récemment été annoncé par Elon Musk. Je cite, « Cette semaine, XAI rendra Grok open source », a-t-il écrit dans sa publication sur le réseau social X. Musk ne donne pas plus d'explications, mais il est possible que cette décision ait un lien avec le conflit qu'il y a actuellement entre le patron de Tesla et OpenAI, dont il est un des cofondateurs. Sur certaines publications sur X, Musk s'attaque d'ailleurs au fait que, contrairement à ce que son nom suggère, OpenAI ne rend pas ses technologies open source. En tout cas, le fait de rendre ces modèles d'intelligence artificielle open source est très courant. Par exemple, Meta a décidé de partager son intelligence artificielle Llama 2 en open source. Et je cite, « Ouvrir l'accès aux modèles d'intelligence artificielle d'aujourd'hui signifie qu'une génération de développeurs et de chercheurs peut les tester, identifiant et résolvant rapidement les problèmes en tant que communauté. En voyant comment ces outils sont utilisés par d'autres utilisateurs, nos propres équipes peuvent en tirer des leçons, améliorer ces outils et corriger les vulnérabilités », a expliqué Meta lors du lancement de ce modèle. En ce qui concerne le modèle Grok de XAI, le fait d'être open source permettra également à celui-ci d'être utilisé par plus de personnes. En effet, comme le chatbot est réservé aux utilisateurs Premium Plus de X, il est encore très peu utilisé par rapport aux modèles comme GPT-4 ou Gemini de Google. Reste à savoir comment ce modèle sera utilisé par les développeurs une fois qu'il sera accessible en open source. Steam qui lance une fonctionnalité de partage de jeux. Si, comme n'importe quel joueur PC qui se respecte, vous avez accumulé un backlog titanesque de 300 jeux sur votre compte Steam, eh bien, vous allez peut-être bientôt pouvoir en profiter, ou plutôt en faire profiter vos proches ou vos amis. La boutique de jeux a annoncé sur une note de blog l'arrivée des familles Steam. L'idée est simple, vous pouvez lier plusieurs comptes Steam dans une même famille jusqu'à 5 membres. Et tenez-vous bien, je cite, « Lorsque vous rejoignez une famille Steam, vous avez automatiquement accès aux jeux que
possèdent les membres de votre famille qui peuvent être partagés et vice-versa, écrit la boutique. Steam n'a pas fait les choses à moitié. Plutôt que d'accéder à la copie du jeu du membre de votre famille, vous avez accès à une version qui vous est propre avec vos propres sauvegardes, vos succès et mods ou du workshop. Les jeux ainsi ajoutés apparaîtront dans une bibliothèque dédiée intitulée Bibliothèque familiale. Vous ne pourrez pas enchaîner des parties d'une soirée entière avec une seule copie du jeu. Il n'est possible d'avoir à la copie d'un membre que si celui-ci n'est pas en train de jouer au dit jeu. Cependant, si un membre est connecté sur un autre jeu, vous pouvez piocher dans sa bibliothèque pour essayer certains titres. Si la fonctionnalité devrait surtout ravir les bandes d'amis voulant se faire essayer des jeux, Steam a tout de même intégré des fonctionnalités dédiées aux vraies familles. Il est par exemple possible de détailler si un compte appartient à un enfant ou à un adulte. L'adulte pourra alors créer un certain nombre de règles de contrôle parental que voici. Autoriser l'accès à un jeu, au jeu approprié, restreindre l'accès au magasin Steam, à la communauté ou au chat, définir des limites de temps de jeu par heure ou par jour, voir les rapports de temps de jeu, approuver et refuser les demandes provenant de comptes d'enfants pour du temps de jeu supplémentaire, c'est bien, ou un accès à des fonctionnalités temporaires ou permanentes, récupérer un compte enfant en cas de perte de mot de passe. Les enfants peuvent également formuler une demande d'achat de jeu auprès de leurs parents. Pour y accéder, rien de plus simple, il suffit de vous rendre dans vos paramètres dans la section interface et de chercher le menu déroulant des bêtas. Car oui, pour le moment, le partage familial n'est réservé qu'à une bêta dédiée, donc il faut l'activer. Après un rapide redémarrage de Steam, rendez-vous dans vos détails de compte pour trouver un nouvel onglet « Gestion de famille ». Alors, deux options s'offrent à vous, rejoindre une famille ou créer une famille. Uber se retire à cause d'une loi sur le salaire minimum. Oh là là! Aux États-Unis, le conseil municipal de la ville de Minneapolis a décidé d'instaurer une loi sur le salaire minimum des chauffeurs de VTC. À 10 voix contre 3, le conseil municipal de la plus grande ville du Minnesota a décidé de leur garantir une rémunération minimum de 1,40$ par mille ou 1,6 km parcouru et de 51 sous par minute passée avec un passager. Ainsi, les salaires des chauffeurs Uber augmentent. Bien, la réaction de Uber ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, l'opérateur de l'application de livraison de nourriture Uber Eats accuse, et je cite, « Nous sommes déçus que le conseil ait choisi d'ignorer les données et d'expulser Uber de Minneapolis, mettant 10 000 personnes au chômage et laissant de nombreuses personnes en détresse. » Quelle détresse! Aux États-Unis, le minimum légal fixé par le gouvernement fédéral est de 7,25$. Toutefois, les élus locaux ont la liberté de le rehausser, ce qui est le cas dans la plupart des États et municipalités. Ainsi, dans la ville de Minneapolis, le salaire minimum légal est de 15,73$ de l'heure. Un rapport établi par l'État de Minnesota indiquait que pour atteindre une rémunération équivalente à ce minimum légal pour les chauffeurs de VTC sans modifier leur statut légal, la meilleure solution était de mettre en place ces deux mesures. La rémunération au mille et à la minute. Visiblement, le modèle économique d'Uber ne tient pas à un tel niveau de rémunération. La plateforme préfère se retirer que de céder à la municipalité. Cela aurait constitué un précédent qui aurait pu tenter d'autres élus locaux de mettre en place des législations similaires, pas seulement aux États-Unis, mais dans tous les pays où opère Uber. Minneapolis ne représente qu'un petit marché pour Uber. L'entreprise peut se le permettre. En France, l'entreprise a préféré céder aux syndicats de conducteurs en augmentant les salaires des chauffeurs, ce qui pourrait se traduire par des courses plus chères. Il y aurait été de toute façon obligé par une loi européenne sur les travailleurs dits occasionnels qui devait arriver sous peu. Cela reste un coup dur de plus pour la plateforme. En novembre, Uber a été condamné par un juge de New York à 290 millions de dollars d'amende. L'enquête visait justement la plateforme sur ses pratiques en matière de salaire.
Airbnb interdit les caméras cachées dans les logements. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris de cet article-là. Mais bon, après avoir annoncé la prise en charge des serrures connectées, Airbnb durcit son cadre pour les caméras de sécurité. Soucieuse de préserver l'intimité de ses clients, la plateforme va interdire les caméras de surveillance intérieures. Je ne savais pas qu'il y avait des caméras intérieures. Sur son blog, le spécialiste des locations de courte durée vient détailler les tenants de ce nouveau cadre réglementaire qui entrera en vigueur à compter du 30 avril 2024. Pour le moment, les caméras intérieures sont uniquement autorisées dans les zones communes des logements, à l'instar des couloirs ou du salon. Il faut impérativement que leur emplacement dans le logement soit précisé sur l'annonce. Elles doivent en outre être clairement visibles. Logiquement, les caméras sont interdites dans les chambres, les toilettes ou les salles de bain. J'espère. Cela n'empêche malheureusement pas certains autres d'en installer quand même. Franchement. À partir de fin avril, toutes les caméras intérieures seront proscrites. Je cite, quel que soit leur emplacement, leur objectif ou leur divulgation antérieure, précise Airbnb. En revanche, les caméras de surveillance extérieure seront toujours autorisées. Pour les autres, elles apparaissent comme, je cite, un moyen efficace et respectueux de la vie privée de surveiller leur maison et d'anticiper des problèmes tels que les fêtes non autorisées, estime la plateforme. Les autres doivent indiquer leur emplacement sur l'annonce. Ils n'ont pas droit d'utiliser des caméras pour surveiller les espaces intérieurs du logement ou les espaces extérieurs censés offrir de l'intimité, une douche extérieure fermée, un sauna. Concernant les détecteurs de bruit qui mesurent seulement le niveau de décibels, ils sont autorisés dans les espaces communs du bien loué. Comme pour les caméras extérieures, les autres devront signaler leur emplacement sur l'annonce. Et je cite, afin de donner aux autres le temps de se conformer à ces mises à jour, la politique révisée entrera le 30 avril, ajoute Airbnb. Alors, si un voyageur détecte ensuite la présence d'une caméra intérieure, Airbnb ouvrira une enquête pouvant mener au retrait de l'annonce ou à la suppression du compte. L'audio lossless, ou sans perte, mieux que le MP3. Il est loin le temps où l'on insérait un CD dans son lecteur portable avant de partir en balade, en prenant soin de ne pas trop secouer l'appareil. Avec l'émergence des services de streaming audio, notre manière de consommer nos titres préférés n'a plus rien à voir avec celle d'il y a quelques années. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est la fracture entre ceux qui ne jurent que par les fichiers audio au format sans perte lossless et ceux qui affirment que le MP3 n'est pas si différent au final. Alors, qui a raison et qui a tort? La réponse est complexe. Précisons d'abord de quoi il est question ici. On parle d'une musique sans perte quand son fichier est le même que celui-ci qui résulte de l'enregistrement de l'artiste ou du groupe en studio. Il est généralement en wave, le format wave. Le résultat est volumineux et pour pallier les difficultés à l'époque de le partager sur Internet, le format MP3 est inventé. C'est là que démarre l'idée que le fichier plus petit que l'original a une moindre bonne qualité sonore. Mais comme le rappelle Tony Churnside, qui est consultant à la radio BBC et expert en audio, je le cite, « La compression est conçue pour supprimer toutes les données que les humains ne peuvent pas entendre correctement. » En réalité, tout est fait pour que le fichier MP3 soit aussi qualitatif que le Wave d'origine. Les professionnels travaillent, je cite, avec des formats audio d'une qualité bien supérieure à ce que quiconque pourrait réellement distinguer. Mais c'est parce qu'ils effectuent des processus mathématiques, un traitement du signal sur ces sons, et eux peuvent conduire à une dégradation, explique Churnside. Quand Amazon ou Apple lancent leur musique sans perte de qualité au format ALAC ou FLAC, il y a tout de même une compression. À la lecture, un algorithme se charge de jouer le morceau à sa qualité de base, sauf que cela reste totalement imperceptible pour l'immense majorité des auditeurs d'après plusieurs études, tout en soulignant cependant que oui, vous pouvez éventuellement entendre une différence entre un fichier sans perte et son équivalent MP3, à condition d'être dans un environnement optimal, une pièce silencieuse, aucune distraction, un matériel de pointe et surtout la volonté de se concentrer sur le repérage des différences. Si comme 68% des personnes, selon une récente étude au Kantar Media, vous utilisez des écouteurs ou un casque en Bluetooth, vos oreilles n'y verront que du feu.
Cisco et Microsoft repoussent les limites de la transmission. Cisco a sans doute marqué l'histoire des télécommunications. En partenariat avec Microsoft, l'entreprise informatique américaine a réussi à atteindre la vitesse folle de 800 gigabits par seconde en transmission sur le câble transatlantique Amitié, long de 6234 km entre Bordeaux et plus précisément la commune de Porge, en Nouvelle-Aquitaine et Boston dans le Massachusetts. Hey, j'ai réussi à dire le mot Massachusetts. Cisco voit cet exploit comme un argument de taille pour répondre à l'explosion des services cloud et de l'intelligence artificielle dans le monde. Les câbles sous-marins font partie des fondamentaux de la connectivité et de l'échange des données planétaires. 90% du trafic international passe par ces derniers. Celui qui relie la France aux États-Unis, nommé Amitié, intègre une technologie SDM, Space Division Multiplexing, qui comprend 16 paires de fibres optiques, ce qui rappelons-le, est supérieur aux câbles traditionnels et même au fameux câble Dunand de Google, et c'est 12 paires de fibres. La puissance du répéteur est distribuée entre les 16 paires de fibres, ce qui garantit une capacité supérieure. Cette innovation représente d'ailleurs un vrai pas en avant dans le renforcement des réseaux sous-marins pour répondre aux besoins croissants du monde numérique. En partie opéré par Cisco, Amitié relie les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et fait partie intégrante du réseau mondial de Microsoft. Eh bien, pour les initiés, l'essai a été réalisé avec succès grâce à la plateforme Cisco NCS 1014, bien sûr, activée par le module d'interconnexion cohérent 8 CIM8 d'Acacia, qui est alimenté par son processeur de signal numérique Janu et sa photonique sur silicium avancé. Les produits sont d'ailleurs disponibles et déployables sur plusieurs réseaux. Eh bien, imaginez qu'une transmission de 800 gigabits seconde correspond à 8 millions d'appels audio WebEx en simultané et ne nécessite que 2 secondes pour télécharger Call of Duty. Pour Cisco, ce succès à 800 gigabits seconde démontre le potentiel d'amélioration de la capacité globale du réseau à l'heure où la demande est toujours plus forte. Jamie Godette, qui est directeur général de l'ingénierie des réseaux cloud de Microsoft, explique que cet essai de terrain, je cite, démontre qu'il existe une technologie commerciale pour les câbles sous-marins et nous pouvons améliorer la capacité du réseau et contribuer à la transformation numérique des personnes, des organisations et des industries du monde entier. Vous connaissez le film Jurassic Park? Faire renaître les mammouths. La science donne l'impression de rapprocher toujours plus la réalité de la fiction. Lorsque le premier Jurassic Park montre en 1993 à quoi pourrait ressembler un avenir où la génétique permettrait de ressusciter ces espèces préhistoriques, on aurait tout à fait pu imaginer alors qu'une trentaine d'années à une cinquantaine d'années plus tard, cet avenir finirait par se concrétiser. Pour le meilleur et pour le pire. En faisant une nouvelle avancée majeure vers la résurrection du mammouth laineux 31 ans après le film culte de Steven Spielberg, Colossal Bioscience souhaite cependant avant tout laisser une chance à l'humanité de rattraper en partie l'extinction de masse causée par l'homme. Les scientifiques de la start-up viennent ainsi d'annoncer la mise au point de cellules souches indispensables à cet exploit. De facto, le mammouth laineux qui sortira des labos de la firme ne sera pas tout à fait un mammouth, mais plutôt un hybride entre le mammouth et l'éléphant. Parce que la dernière femelle mammouth a disparu il y a 4000 ans. Ce qui est important ici est le développement d'un protocole complet pour extraire le matériel génétique d'une espèce disparue, puis implanter un ovule fécondé in vitro avec cet ADN. Les éléphants modernes étant génétiquement assez proches des mammouths, les chercheurs pensent que la gestation pourra suivre normalement son cours et déboucher à une naissance. À terme, le mammouth, comme d'autres espèces disparues, pourra être ramené à des populations suffisantes pour survivre et prospérer à l'ère moderne dans les milieux qui leur sont adaptés. Oui, avec les changements climatiques, ils vont avoir du plaisir. Le sujet soulève évidemment de lourdes questions éthiques, philosophiques et potentiellement, demain, politiques, à l'image des effets de la réintroduction d'espèces disparues localement comme les ours sauvages et les loups. Les avancées de la firme posent par ailleurs la question de ce qui décidera ou non de ces résurrections et plus généralement le cadre légal nécessaire.
La firme américaine semble en tout cas en passe de parvenir à son objectif d'ici 4 ans, comme elle l'avait annoncé en 2023. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Oui, c'est terminé. Ne pleurez pas, ne soyez pas tristes. J'espère que vous avez apprécié le contenu cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.